Partie 1. Le départ du voyage. Je m'appelle Claire. J'ai 20 ans. Je viens d'un petit village du sud de la France, près de Bordeaux. C'était une vie simple, tranquille. Mais moi, je rêvais d'aventure. Je rêvais de partir loin. Et un jour, cette chance est arrivée. En avril 1912, mon frère Paul et moi avons acheté 2 billets pour l'Amérique. Pas en avion, bien sûr. À cette époque, on prenait le bateau. Et pas n'importe quel bateau, le Titanic. On parlait de lui partout. Le plus grand paquebot du monde. Le plus moderne. Le plus sûr. Il ne peut pas couler, disaient les journaux. Nous étions impressionnés, mais surtout pleins d'espoir. Nous avons pris la 3e classe. Ce n'était pas cher, mais c'était déjà beaucoup pour nous. Paul travaillait dans une ferme. Moi, j'aidais dans une boulangerie. Nous n'étions pas riches, mais nous avions un rêve. Une nouvelle vie en Amérique. Le 10 avril, nous sommes arrivés à Southampton, en Angleterre. Il y avait du monde partout. Des familles, des enfants, des valises, des larmes et des sourires. J'avais le cœur qui battait vite. Quand j'ai vu le Titanic pour la première fois, je n'ai pas pu parler. Il était immense, plus grand que tout ce que j'avais vu. Des cheminées hautes, des ponts brillants, des drapeaux qui flottaient dans le vent. Nous avons montré nos billets. Un homme en uniforme nous a guidés. Nous sommes descendus vers notre cabine. Petite, mais propre, 2 lits, une lampe, un lavabo. Je me suis assis sur le lit, j'ai regardé Paul et j'ai souri. C'est le début, tu te rends compte? À midi, le Titanic a quitté le port. Le ciel était bleu, l'air sentait la mer. Des gens agitaient des mouchoirs depuis le quai. Je suis resté longtemps sur le pont, à regarder l'eau. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine. Un mélange de joie, de peur, d'excitation. C'était le début du voyage, et je ne savais pas encore que ce serait aussi le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Partie 2. Les premiers jours en mer. Les premiers jours sur le Titanic étaient comme un rêve. Tout était nouveau, tout était grand. Même en 3e classe, la vie était agréable. Il y avait de la musique, de la bonne nourriture et surtout des gens venus de partout. Je partageais ma cabine avec une jeune fille d'Irlande. Elle s'appelait Nora. Elle avait 18 ans, les cheveux roux et un sourire timide. Très vite, nous sommes devenus amis. Le matin, je me réveillais tôt. Je montais sur le pont pour sentir l'air de la mer. Le vent était frais, mais doux. L'eau brillait sous le soleil. C'était calme, presque magique. Paul parlait souvent avec d'autres jeunes hommes. Certains allaient à New York pour travailler dans les usines. D'autres voulaient devenir fermiers ou ouvrir un petit commerce. Tous avaient le même regard, plein d'envie, de courage, d'espoir. Le soir, après le dîner, il y avait souvent de la musique. Un accordéon, parfois un violon. Les gens chantaient dans leur langue. Ils dansaient, riaient. Moi, je regardais, j'écoutais, et parfois, je dansais aussi. Ce n'était pas la grande fête des riches en première classe, non, mais c'était simple, vrai, joyeux. Je me souviens d'un soir en particulier. Je parlais avec un homme polonais, très gentil. Il m'a montré une photo de sa femme et de ses 2 enfants. Il l'attendait à Chicago. Il m'a dit, « Je veux leur offrir une maison, un jardin, une vie meilleure. » J'ai senti une chaleur dans ma poitrine. Nous étions tous sur ce bateau pour la même raison, une chance, un avenir. Mais au fond de moi, il y avait une petite peur. Pas à cause du bateau, tout semblait si solide, si sûr. Mais parce que je savais que changer de vie, ce n'était pas facile. J'allais quitter tout ce que je connaissais. Ma langue, mes habitudes, mes souvenirs. Je me suis demandé, suis-je vraiment prête? Et puis je regardais la mer, immense, brillante, et je me disais, oui,
J'ai le droit d'essayer. Partie 3. Des signes étranges. Le 4e jour en mer, quelque chose a changé. Je ne saurais pas dire quoi exactement. Le ciel était toujours bleu. La mer était calme. Mais dans l'air, il y avait quelque chose de différent. Nora, ma colocataire, s'est réveillée avec un mauvais pressentiment. Elle m'a dit en chuchotant, « Cette nuit, j'ai fait un rêve bizarre. Le bateau était dans le noir et tout le monde criait. J'ai ri un peu pour la rassurer. Ne t'inquiète pas, c'est juste un cauchemar. Mais au fond de moi, ça m'a troublé. Le même jour, Paul est revenu du pont supérieur avec une drôle de tête. Il m'a dit, « Il fait froid ce soir, beaucoup plus que les autres soirs. » Puis il a ajouté, « Certains marins parlent d'iceberg. On approche d'une zone dangereuse. » Je n'avais jamais vu un iceberg de ma vie. Mais dans ma tête, j'imaginais de grandes montagnes de glace, silencieuses, cachées dans la nuit. Je suis monté sur le pont pour sentir l'air. Et effectivement, il faisait très froid, plus que d'habitude. Le vent piquait la peau. L'eau semblait noire, comme de l'encre. Un homme près de moi dit, « C'est étrange. Ce bateau est si solide, mais je ne me sens pas tranquille. » Je n'ai rien répondu, mais je pensais la même chose. Plus tard dans la soirée, pendant qu'on écoutait un violoniste jouer une mélodie douce, je regardais les visages autour de moi. Certains riaient, buvaient, chantaient, mais d'autres semblaient fatigués, inquiets, sans vraiment le dire, comme si une petite ombre passait sur nos cœurs. Moi aussi, je me suis senti un peu lourde, pas à cause du mal de mer, mais comme si quelque chose d'invisible nous entourait, comme si le destin lui-même retenait son souffle. Je suis allé me coucher tôt ce soir-là, mais avant de dormir, j'ai écrit dans mon carnet. Tout est beau, et pourtant, quelque chose ne va pas. Partie 4. La nuit du choc. Cette nuit-là, je me suis réveillé en sursaut. Il était presque minuit. Il faisait noir dans la cabine. Tout était silencieux. Mais j'avais entendu quelque chose. Un bruit sourd, long, comme un frottement contre le métal. Pas une explosion, pas un cri, mais un bruit étrange, glacial. Nora s'est assise sur son lit. Elle m'a regardé avec de grands yeux. « Tu as entendu ça ?» J'ai hoché la tête. « Oui. C'était quoi ?» Nous avons attendu. Rien ne bougeait. Puis, soudain, nous avons entendu des pas rapides dans le couloir. Des voix, des hommes qui parlaient fort en anglais. On ne comprenait pas tout, mais le ton était grave. Paul a frappé à notre porte. Il avait mis son manteau. « Venez, vite, il se passe quelque chose. » Nous avons mis nos vêtements en vitesse. Il faisait très froid dans le couloir. Certains passagers sortaient de leur cabine, en robe de nuit, en chaussons. Personne ne criait, mais les regards étaient inquiets. Un marin est passé. Quelqu'un lui a demandé, « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Il a répondu, « Le navire a heurté un iceberg. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. » Un iceberg? J'ai regardé Paul. Il a serré les lèvres. Personne ne parlait, mais tout le monde pensait la même chose. Un navire aussi grand, peut-il vraiment couler? Nous sommes montés sur le pont supérieur. Et là, j'ai senti le vent glacial frapper mon visage. Le ciel était rempli d'étoiles. Et tout au loin, j'ai vu une grande masse blanche flottant dans l'eau. Le fameux iceberg, immobile, trop calme, trop silencieux. Des marins couraient. Des officiers donnaient des ordres. On commençait à descendre les canaux de sauvetage. Mais très peu de gens comprenaient la gravité de la situation. Je suis resté là 1 minute. Puis j'ai regardé Nora. Elle tremblait, mais pas seulement à cause du froid. Moi aussi, j'avais les mains glacées. Paul a murmuré. «
Je ne veux pas vous faire peur. Mais il faut être prêt à partir. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce rêve si beau venait de se briser. Partie 5. La panique silencieuse. Il était environ minuit et demi. Le pont était froid, sombre et rempli de gens. Des familles, des femmes avec des enfants, des hommes en chemise. Tout le monde parlait à voix basse. On attendait. On ne comprenait pas. On espérait. Les canots de sauvetage étaient en train d'être préparés. Mais il n'y en avait pas assez. Je le savais. On le savait tous. Pas pour tout le monde. Un officier criait. Les femmes et les enfants d'abord. Certains protestaient. D'autres restaient figés. Il faisait si froid. Et pourtant, je transpirais. Paul a pris ma main. Fort, Claire, écoute-moi. Tu dois monter dans un canot. Toi et Nora. Je secouai la tête. Non, pas sans toi. Mais lui insistait. Tu dois vivre. C'est toi qui dois partir. Je sentais une boule dans ma gorge. Des larmes sont montées, mais je ne voulais pas pleurer. Pas maintenant. Autour de nous, des femmes embrassaient leurs maris. Des mères serraient leurs enfants. Un homme âgé a dit à sa femme, « Va, mon amour, je te retrouverai un jour. » Elle a pleuré en silence et elle est montée dans le canot. J'ai regardé le Titanic. Ce navire si grand, si fier, si sûr. Il penchait légèrement, très peu, mais assez pour qu'on le remarque. L'eau montait doucement, et le temps passait. Un marin nous a crié. Il reste 2 places dans ce canot. Dépêchez-vous. Paul a poussé Nora doucement, puis il m'a regardé. Ses yeux brillaient. Je t'aime, Claire. Prends soin de toi. Je n'ai rien pu dire. Je suis monté. Les larmes coulaient. Nora me tenait la main. Le canot a descendu lentement vers l'eau noire. Je regardais Paul s'éloigner. Il nous faisait signe depuis le pont. Puis il a disparu dans la foule. Le froid était terrible. Le silence, encore pire. Et moi, je priais. Pour qu'il vive, pour qu'on se retrouve. Partie 6. Les cris dans la nuit. Le canot descendait doucement. L'eau était noire comme de l'encre. Le froid entrait dans mes os. Autour de nous, d'autres canots flottaient déjà. Certains étaient pleins, d'autres presque vides. Personne ne parlait. On entendait juste le vent et le bruit du Titanic. Le grand navire brillait encore. Des lumières aux fenêtres, comme si la vie continuait à l'intérieur. Mais il penchait de plus en plus. On le voyait clairement maintenant. Une femme dans notre canot pleurait sans arrêt. Elle appelait son mari. Une autre priait à voix basse. Moi, je regardais le pont. Je cherchais Paul. Mais c'était trop loin, trop sombre. Puis, soudain, les lumières du Titanic sont éteintes. D'un coup, un silence étrange a suivi, puis un grand cri. Des centaines de voix. Le Titanic s'est cassé en deux. On a entendu le métal se plier, gémir, hurler. Un bruit terrible que je n'oublierai jamais. Puis, en quelques minutes, le Titanic a disparu dans la mer. Juste disparu. Et alors, le silence a été remplacé par les cris. Des cris d'hommes, de femmes, d'enfants, dans l'eau glacée. Ils appelaient à l'aide. Ils tendaient les bras, mais nous ne pouvions rien faire. Un marin dans notre canot a dit, « Si on y retourne, on va couler aussi. » Personne n'a parlé, mais tous, nous savions qu'il avait raison. Et pourtant, ça faisait mal, très mal. Je me suis couverte avec une couverture. Je fermais les yeux, mais je continuais d'entendre leur voix. Et je me demandais, est-ce que Paul est là-bas? Est-ce qu'il est encore en vie? Partie 7. La longue nuit. Il faisait noir. Le Titanic n'était plus là. Juste l'eau,
le froid et les étoiles. Nous étions une vingtaine dans le canot. Certains pleuraient, d'autres restaient silencieux. Personne ne dormait, personne ne parlait beaucoup. On attendait. J'avais les mains gelées. Je ne sentais plus mes pieds. Je tenais la main de Nora très fort. Elle tremblait, comme moi. Autour de nous, l'océan semblait infini. Pas de bateau, pas de lumière. Rien. J'essayais de penser à autre chose. Mais dans ma tête, il n'y avait qu'une seule question. Paul est-il vivant? Je me souvenais de son regard, de ses derniers mots. Il m'avait dit de vivre. Mais comment vivre s'il ne revenait pas? Le ciel était magnifique, des étoiles partout, comme si le ciel voulait nous consoler. Mais aucune étoile ne pouvait nous réchauffer. À un moment, une femme dans notre canot a murmuré. Je crois que j'entends un moteur. Tous, nous avons levé la tête. Nous avons tendu l'oreille. Un bruit, au loin, très faible. Puis, une lumière. Oui, là-bas, une petite lumière jaune. Puis deux, puis trois. Un homme a crié. C'est un navire? Nos cœurs ont recommencé à battre. On a agité nos bras, crié, allumé une lampe. La lumière s'est rapprochée. Lentement, mais elle s'est rapprochée. C'était vrai, quelqu'un venait. Partie 8, le navire du salut. Le bateau s'appelait le Carpathia. C'était lui, notre espoir, notre sauveur. Quand il est arrivé près de notre canot, j'ai senti mes larmes couler. Pas à cause du froid, mais parce que, pour la première fois, je me suis dit, je vais vivre. Des marins nous ont aidés à monter à bord. Ils nous ont donné des couvertures, de l'eau chaude, du thé. Je ne sentais plus mes jambes, mais je marchais quand même. Sur le pont, il y avait d'autres survivants. Des femmes, des enfants, des hommes. Certains pleuraient. Certains regardaient dans le vide. Tous étaient en état de choc. J'ai regardé autour de moi. Mon cœur battait fort. Paul, est-ce qu'il est là? Je suis allé de groupe en groupe. Je demandais en français, en anglais, parfois sans mots, juste avec les yeux. Mais personne ne connaissait Paul. Personne ne l'avait vu. Je suis resté sur le pont pendant des heures. Chaque nouveau canot qui arrivait, je l'attendais avec espoir. Mais Paul ne venait pas. Nora essayait de me parler, mais j'étais ailleurs. Je pensais à notre village, à nos parents, à notre rêve. Un rêve qui, maintenant, me faisait mal. Puis, un médecin m'a dit doucement, « Mademoiselle, il faut se reposer. Vous êtes vivante. C'est déjà un miracle. » Je l'ai regardée sans répondre. J'étais vivante, oui, mais est-ce que je pouvais encore me sentir en vie sans lui? Partie 9, le silence après la tempête. Les jours suivants étaient flous. Le Carpathia avançait lentement vers New York. Sur le bateau, tout le monde était fatigué, brisé. Il y avait du pain, de la soupe chaude, des lits. Mais rien n'avait vraiment de goût. Nous étions vivants, oui, mais pas encore en paix. Chaque jour, je demandais, « Avez-vous vu un jeune homme? Il s'appelle Paul, il est français. » Mais la réponse était toujours la même. Un regard triste, un petit nom qui faisait mal. Je commençais à comprendre. Paul n'était pas là, et il ne viendrait plus. Une nuit, je suis sorti sur le pont. Il faisait froid, mais calme. La mer était sombre, comme si elle gardait un secret. J'ai regardé le ciel, des milliers d'étoiles, et j'ai parlé à voix basse, comme si Paul m'écoutait. Je suis désolé, je n'ai pas pu rester. Tu m'as sauvé, Paul. Je ne t'oublierai jamais. Les larmes sont revenues, mais cette fois, elles étaient douces. Pas comme la peur, pas comme le choc. Plutôt, comme un adieu. Nora m'a rejointe. Elle ne disait rien, mais elle tenait ma main.
Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose changer en moi. Oui, j'avais mal, mais j'étais en vie. Et Paul aurait voulu que je continue. Partie 10. Une nouvelle vie. Le 18 avril 1912, le Carpathia est arrivé à New York. Il pleuvait. Le ciel était gris. Mais sur le quai, il y avait des centaines de gens. Ils attendaient, pleuraient, criaient des noms. Des journalistes, des médecins, des familles. Et nous, les survivants, on descendait en silence. Pas de fête, pas de musique, seulement des regards et des larmes. Quand mes pieds ont touché le sol américain, j'ai eu un vertige. Je pensais à Paul. C'était notre rêve, mais moi seul étais là. Un centre d'accueil nous a aidés. Ils nous ont donné des vêtements, un repas chaud, un lit. On nous posait des questions. D'où venons-nous? Avons-nous de la famille ici? Moi, je n'avais personne. Seulement une adresse, celle d'un ami de mon oncle, un certain monsieur Moreau, qui habitait dans le Bronx. Il m'a accueilli chez lui pendant quelques semaines. Un homme simple, gentil. Sa femme m'a offert du thé chaque matin. Ils ne me connaissaient pas, mais ils m'ont ouvert leurs portes. Petit à petit, j'ai recommencé à respirer. J'ai trouvé un travail dans une petite boulangerie. Je faisais le pain, comme en France. L'odeur de la farine, du beurre, ça me rappelait la maison. Chaque jour, j'écrivais quelques lignes dans mon carnet. Je racontais mes souvenirs, mes douleurs, mes rêves. Je ne voulais pas oublier. Pas le Titanic, pas les visages, et surtout pas Paul. Il vivra toujours dans mon cœur. Et à chaque fois que je vois la mer, je pense à lui. Aujourd'hui, des années ont passé. J'ai une maison, une famille, des enfants à qui je raconte cette histoire. Et je leur dis toujours, j'ai survécu, pas pour fuir le passé, mais pour honorer ceux qui n'ont pas eu cette chance, et pour vivre une vie pleine de sens.